Salut à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et cet épisode est vraiment très spécial, car j'ai décidé, pour fêter l'anniversaire du LTP, de vous faire une petite compilation des meilleurs moments de tous les invités que j'ai reçus depuis un an. Je tenais d'ailleurs à les remercier de nouveau d'avoir participé à mon projet. En effectuant cet épisode et en réécoutant tout ça, je me dis quel chemin parcouru. Tous ces invités, toutes ces émotions, tous ces fous rires, tous ces retours positifs que vous me faites régulièrement, je me dis vraiment que j'ai bien fait de lancer ce projet et je tenais de nouveau à vous remercier du fond du cœur de le faire vivre aussi intensément. Alors j'ai opté pour procéder de la manière suivante pour ces moments choisis du LTP de la saison 1. J'ai décidé de les découper en deux parties, donc là vous allez écouter la première partie. Et volontairement j'ai énuméré tous les invités avant chaque passage. Alors je sais que ça pourra paraître un petit peu lourd, mais pour ceux notamment qui n'ont pas écouté tous les épisodes, au moins ça permettra de reconnaître et de connaître qui parle. J'espère sincèrement que vous allez apprécier écouter cet épisode autant que j'ai apprécié à le monter, et ça m'a fait prendre conscience de tous les moments partagés avec mes invités, et ça n'a pas de prix. Alors j'arrête de parler, et voici les moments choisis de la saison 1, partie 1. Épisode 01, Robin Suzanne. Et que ce soit par rapport aux objectifs qui peuvent être parfois trop élevés ou justement pas assez, on va dire, et où on se dévalorise parfois. Et ça arrive souvent aussi, on ne se rend pas forcément compte du niveau que l'on peut avoir. D'accord, et en règle générale, les trailers que tu as ont plus tendance à se sous-valoriser ou à se survaloriser ? Ça dépend aussi, c'est vraiment... Ça dépend aussi. Ouais, je vais avoir des débutants qui vont vouloir pour leur première année partir sur des 120, 130 km très techniques et pas du tout roulants. Et j'en ai d'autres qui ont, je sais pas, je vais dire, qui jouent des top 5, top 10 minimum sur toutes les courses et qui vont partir en milieu de peloton, voire en fin de peloton parce qu'ils se trouvent pas légitimes. Et du coup, il y a une énorme perte d'influx nerveux à ce niveau-là aussi et d'énergie pour pouvoir remonter en fait aux avant-postes et juste parce qu'ils n'ont pas forcément conscience et ils se trouvent pas légitimes dans ce qu'ils font et dans les performances qu'ils peuvent avoir et qu'ils prétendent avoir. D'accord. Donc, c'est vraiment très éclectique aussi à ce niveau-là et on va vraiment trouver de tout. D'accord. Et sur ce genre d'aspect, tu peux travailler effectivement avec eux pour les mettre en confiance et les mettre devant leur capacité en leur disant voilà tu es capable de faire ce genre de performance quoi. Et eux ils en sont pas conscients à la base. C'est ça. Après j'en ai du coup qui travaillent avec des préparateurs mentaux aussi par rapport à différents leviers, mais ça c'est un peu en faire partie. Et puis après moi je peux très bien donner des consignes de course aussi sur les compétitions, les obligeant entre guillemets à partir dans les 5 premières lignes s'ils veulent pas se mettre devant, mais voilà, c'est vraiment des points sur lesquels j'insiste, c'est ça. Et étrangement, ils voient tout de suite la différence aussi. Et beaucoup moins compliqué pour eux, du coup, de remonter et d'être bien placés. Épisode 2, Denis Claire, alias Zenzen Reporter. Tu sais que tu peux pas savoir comme c'est difficile de sortir la caméra quand on est fatigué, quand on a mal au ventre, quand on a envie de mourir. Sortir la caméra, c'est le dernier réflexe que tu devrais avoir, quoi. Et chaque fois que je la sors dans ces moments-là, je me dis sors-la, mec, parce que si tu la sors pas maintenant, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de dire ah, c'est super, c'est beau, tout ça, mais c'est pas tout le temps beau. C'est comme dans la vie, des fois c'est affreux la vie. Hein. Et donc j'essaie de sortir la caméra quand c'est. Je pense à une scène qui est super forte dans le Tour des Géants. Dans le Tour des Géants, j'étais en plein divorce et mes enfants partaient un peu partout et j'étais un peu au fond du trou émotionnellement à ce moment-là. J'ai connaissé Letty, donc c'était chouette aussi. Et à un moment donné, j'arrête pas de pleurer, quoi. Mais je filmais pas. Mais j'arrêtais pas de pleurer. J'ai pleuré pendant des heures tellement j'étais fatigué à tout point de vue. Et je me disais sors la caméra, pourquoi tu sors pas la caméra? Et moi je me disais non, enfin un peu de retenue quand même, tu vas pas te filmer en train de pleurer. Et puis au bout d'un moment je me dis allez, je vais la sortir, ça et puis j'ai bien fait finalement parce que c'était exactement à ce moment-là qu'il fallait la sortir la caméra. En revanche, il y a des moments où je veux pas la sortir. Vous me verrez jamais en train de vomir sur une pourtant souvent.
Mais vous me verrez jamais en train de vomir. Voilà, non, mais j'essaie de la sortir vraiment pas tout le temps, mais presque quoi. Ouais. Et puis un peu plus tard, c'était genre quelques dizaines de minutes plus tard, je me retrouve sur une énorme dalle de granit il y avait une corde pour monter sur cette corde et ça glissait parce qu'il y avait de la pluie. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur moment de ta vie en ce moment? Est-ce que c'est pas vraiment le moment que tu voulais vivre? Être là, seul, avec cette corde sur cette grosse bloc de granit, avec le brouillard dans la nuit? Est-ce que tu fais pas tout ça dans ta vie pour vivre ce moment-là pleinement? Est-ce que t'es pas au bon endroit? Eh ben voilà, je me suis dit que c'était exactement ce moment-là que je voulais vivre. Épisode 3, Antoine Bonnefille-Roilet. Donc, je me souviens d'un coup de fil d'Ingrid Tissot me disant écoute, voilà, fais quelque chose, motive-toi, écris une émission. Et moi, à l'époque, c'était pas du tout mon métier. J'étais comédien, j'avais jamais présenté, j'avais jamais écrit, j'avais jamais produit, je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai planché pendant un bon petit moment sur le dossier. Et puis derrière, j'ai appelé Alabama en leur disant écoutez, voilà, on a bossé un peu ensemble. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Là, j'ai une proposition pour une émission. Et puis derrière, il y a eu la rencontre avec Sissi. Iron m'a appelé en me disant voilà, je sais que tu as un projet, et ben allons-y, nous on veut être partenaire. Et donc on a lancé Emotion. Une première saison, on savait pas trop quoi faire, donc on a fait un magazine avec des chapitres, on essayait d'aller un peu sur les courses, on essayait de tirer très large pour toucher un maximum de personnes. Et puis au bout d'une saison, on avait fait 5 épisodes, ça se passait plutôt bien, mais il fallait quand même qu'on ait un format plaisant, un format qui nous donne envie. Et de ce fait-là, j'ai appelé François Daen en lui disant écoute François, on a envie d'un nouveau truc, ça serait chouette si tu pouvais nous filer un petit coup de pince. Moi j'aime beaucoup Rendez-vous en terre inconnue, j'aime beaucoup le travail de Frédéric Lopez et voilà, j'aimerais essayer de mixer un peu tout ça dans une émission. Et puis dans Emotion, il y a le mouvement, mais il y a aussi l'émotion, il y a un jeu de mots avec ça, et j'avais besoin qu'on aille chercher un petit peu plus loin de ce côté-là. Donc on est parti avec François dans le Beaufortin pendant 2 jours. Et puis on a lancé le format un peu plus intimiste d'Emotion avec les portraits, etc. Et ouais, la folie de ce projet, ça serait de couvrir la France et de se dire qu'il y aura autant d'images, autant d'ambassadeurs que de gamins atteints par la maladie. Et voilà, et ensemble, il va falloir tenter de combattre. On avance avec la médecine, on n'avance pas à côté d'eux ou derrière eux, on avance en même temps. Et on l'a vu encore là, il y a 8-10 jours à Paris, à Trousseau, où j'interviens dans des bulles où des enfants sont en aplasie. Et on a une petite qui a beaucoup de mal à assimiler un des traitements qui passe par justement la sonde du nez. Et au final, les médecins arrivent pour lui prodiguer ce traitement, et en fait, on se rend compte que le médicament est passé par la sonde pendant que la gamine était en immersion avec le masque, et qu'elle s'est rendue compte de rien, et qu'il n'y a pas eu de vomissement, il n'y a rien eu, et les médecins ont dit mais c'est génial. Et nous on s'est dit mais super. Et moi quand je sors de l'hôpital, il doit pas y avoir plus beau cadeau que ça, quoi. Bah je me dis super, on a encore gravi une marche, et voilà. Donc on a la prétention de rien, encore une fois, la réalité virtuelle, c'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, le concept, il est unique en France, et ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, en France, il est unique parce qu'on amène de la vidéo de nature. On leur fait découvrir une réalité, et on leur permet une évasion qui, pour le moment, est virtuelle. Et un jour, on espère aussi, peut-être au travers d'une association de type À chacun son Everest, faire en sorte que l'évasion réelle ait lieu et qu'ils puissent découvrir un petit peu la nature qu'ils ont découvert au travers de No Man's Sky, quoi. Épisode 4, Hugo Ferrari. Mais ça restait plus un défi personnel qu'un truc pour se comparer. Tu vois, il y a pas mal de gens qui ont pu venir, amis ou non, hein, d'ailleurs, juste pour regarder, parce que ça les faisait rigoler de voir quelqu'un faire 24 heures dans un sentier que beaucoup connaissaient, en fait. Il y a pas mal de gens qui courent par là. D'accord.
Et c'est quelque chose que tu mûrissais depuis un moment ou c'est quelque chose qui t'est venu assez récemment en regardant les performances? Il me semble que c'était Benoît Girondel qui avait lancé la première marque. La mode. Il avait lancé la mode. Ouais. Ouais, c'était lui. Ouais. Bah là, en fait, je me suis juste dit qu'il est con de faire ça. Putain, c'est dommage, quoi. Autant mettre un dossard, tu vois. Quand il avait fait ça, je me suis dit. Et puis bon, après j'ai laissé courir. Et ouais, il y avait le Suisse Non-Org qui l'a amélioré entre guillemets en mai. Et là, je me suis dit ah putain, mais les mecs ils ont un concept là en fait. Donc ça m'avait bien fait rire. Mais bon, à ce moment-là, je préparais le 90 du Mont Blanc. Mais je m'étais quand même dit, putain, un truc con comme ça, faudrait le faire une fois quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire un peu un feedback de ton UTMB 2019? Je suis arrivé très entraîné, hein, comme à chaque fois que je prépare un vrai objectif. Et bah là, en plus, on avait pas mal affiné avec l'expérience de l'an passé, où on en apprend chaque année. Et j'étais très confiant au départ. Bon, après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une chute ou d'une entorse, enfin, d'un truc un peu con. Mm-hmm. Mais j'étais très confiant. Ça s'est vu. Hein. J'étais vraiment à l'aise dès le début. Je forçais vraiment pas. Hein. J'étais même un peu sur la retenue pour pas aller trop vite. Et je dirais que ouais, le seul problème entre guillemets, c'est que en fait, il faisait très humide dans l'air. Et je me suis vraiment vidé toute mon eau dans la première montée. J'ai été trempé là d'un coup, même le short, ce qui est très très rare chez moi. Mm-hmm. Je transpire assez peu d'habitude. Et je pense que ça m'a créé une dette. En plus, j'ai voulu beaucoup manger à l'approche de la nuit, très protéiné et salé pour être toujours en permanence très éveillé. Et alors je pense que c'est un peu un concours de circonstances des deux. Hein. La grosse déshydratation au début, que j'ai essayé de corriger après, hein, mais le trou était fait, on va dire. Mmh. Et le fait d'avoir beaucoup mangé en début de nuit pour être particulièrement bien éveillé, bah, j'ai un peu pissé du sang. Donc à ce moment donné, j'ai pas mal freiné. Et je me suis arrêté boire dans tous les ruisseaux possibles et imaginables. Ouais, tu t'es inquiété, quoi. Ouais, je me suis inquiété parce que j'étais en haut du col de la Balme. Donc autant te dire qu'avant qu'on vienne me chercher, il allait se passer un paquet de temps. Épisode 5, Lisa Louvio, alias Lily Running. Donc je repars de la base de vie, tout se passait bien, mais là je commence à avoir un petit peu mal à la cheville. Et la pluie se met à tomber. Et là, ma course a totalement changé. Donc la petite douleur à la cheville en une dizaine de kilomètres s'est transformée en grosse douleur. J'avais vraiment beaucoup de mal à avancer. Mais sans raison là. Pas de raison particulière. J'ai pas le souvenir d'avoir tordu. Peut-être que j'ai tordu, mais j'en ai vraiment pas le souvenir. Mais j'ai de plus en plus mal à la cheville droite et un petit peu aussi à l'arrière de la cuisse gauche au fur et à mesure que les kilomètres passent. Donc au début, j'arrivais toujours à courir. Mais à la fin, c'était de plus en plus compliqué de courir. Il s'est mis à pleuvoir vraiment bien fort. Donc beaucoup de boue, etc. Vers le kilomètre 70 ou 80, mon copain Jérôme qui avait dû abandonner, en fait est passé de l'autre côté de la barrière. Il m'a fait l'assistance de course. Donc il était là pour moi au ravito, c'était génial. Mais il y a un ravito, je lui dis je vais abandonner. C'est bon là, je prends plus aucun plaisir. J'ai toujours sur mes courses pris beaucoup de plaisir, même quand t'as des moments de galère. C'est quand même le plaisir qui prédomine. Et là, vraiment, sur ce moment, je ressentais vraiment plus la douleur et je savais plus ce que je faisais là. Je voyais plus l'intérêt, en fait. Je me dis, non, mais, c'est bien d'aller au bout, mais, non, si c'est pour prendre aucun plaisir, quel est l'intérêt? Et j'avais vraiment envie de m'arrêter. Et en fait, il m'a dit, non, c'est ça, un ultra Lisa. Et en fait, il a presque rigolé. Il m'a dit, mais en fait, à quoi tu t'attendais? C'est ça, un ultra. Est-ce que tu peux réagir à ça? Salut le podcast, salut Lily. Vous devez certainement beaucoup parler des aspects sportifs de ce GR70. Comment tu as géré, ce que tu as mangé, quelle a été ton étape préférée, quels ont été les moments les plus difficiles. Mais moi, j'aurais une question relative à ce GR70. Quel est ton moment non sportif préféré? En effet, comme on arrivait hyper tôt à 13 ou 14 heures, on avait une sorte de deuxième journée qui démarrait et je voudrais savoir le moment que tu as préféré dans ces moments où on ne courait pas. Ah, elle exagère, c'est vraiment une question difficile parce que humainement, il y a eu des moments
assez incroyable. À peu près tous les jours, on a fait... Bon, faut dire ce qui est, le GR70, c'est un GR de vieux. non, c'est méchant. Enfin, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais c'est vrai, c'est plutôt un GR de retraité, surtout début septembre, parce que, comme je disais, il est assez accessible techniquement, etc. Donc, il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge, et en fait, on s'est régalé au niveau des rencontres. Et c'est difficile de choisir un seul moment. Je veux dire, on a croisé tellement de personnes. Il y avait ce monsieur José qui avait fini 4 ou 5 fois l'UTMB et qui était là un petit peu en train de draguer des randonneuses. Il y avait cet autre monsieur dont je me rappelle plus de son prénom, mais en fait il nous a raconté un soir, voilà, on était dans des refuges, donc on dînait avec tout le monde à la table et puis on commence à discuter avec lui et puis là il nous explique qu'en fait un jour il a marché de Compostelle jusqu'à chez lui, près d'Annecy. Donc je sais pas, 2 ou 3 mois de marche. Compostelle, c'est en Espagne, non? Si je me dis pas de bêtises. Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais. Et il est rentré jusque chez lui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tout le monde va à Compostelle, bah lui, il est rentré de Compostelle jusque chez lui. Donc 2 ou 3 mois de marche à coup de 30 km par jour. Donc des choses assez incroyables et impressionnantes. Et ces personnes en fait qui avaient toute une histoire assez folle. Et puis c'était très drôle en fait sur le GR, ils nous encourageaient tous. En fait, on les rencontrait le soir au dîner, puis le lendemain partaient plus tôt que nous et au moment où on les doublait en courant, ils nous encourageaient à fond, etc. C'était vraiment très drôle. Il y a aussi eu ce couple de personnes en camping-car qui ont sauvé Laura le jour où elle s'est perdue. On devait faire 30 km, elle s'est retrouvée à en faire plus de 40 avec très peu d'eau. C'était sur la fin du GR, il faisait quelque chose comme 30 degrés ce jour-là. Et elle était vraiment en galère et en fait ils l'ont aidée, ils lui ont donné de l'eau, ils voulaient carrément l'inviter à déjeuner, des choses comme ça. Et en fait quand elle est repartie du camping-car parce qu'elle voulait finir son étape en courant, en se débrouillant comme une grande fille quoi, ils lui ont donné des biscuits pour moi parce qu'elle leur avait parlé de moi. Enfin, parce que vous couriez pas ensemble du coup? Non, alors ça ça peut faire, on peut en discuter en fait. Avec Laura on n'a pas tout à fait le même niveau, la même allure. On a toutes les deux beaucoup d'endurance, mais on court pas à la même vitesse. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que le matin, elle partait un petit peu avant moi, 20 à 30 minutes. Et donc je partais un petit peu plus tard et comme ça, je la rattrapais sur le chemin. D'accord. Ou pas, parce qu'il y a eu quelques couacs certains jours, des fois où on n'a pas emprunté le même chemin. Mais je partais en fait un petit peu après elle pour la rattraper en chemin. Et comme ça, on faisait quelques kilomètres ensemble et on terminait ensemble, ou alors je la laissais ensuite et je repartais devant. Et ça nous permettait, malgré le fait qu'on n'a pas le même niveau, de partager des moments ensemble et de pas se mettre la pression en fait. Elle de pas être en sur-régime pour moi de pas me ralentir pour elle. Et du coup, on s'est régalé comme ça. On avait déjà testé de faire ça quand on avait été dans les volcans d'Auvergne. Ça nous avait vraiment bien plu de fonctionner comme ça, donc on a recommencé. Donc désolée Laura, je n'ai pas de réponse. Mon meilleur moment, c'est toi. Ah, c'est beau. Ça, en plus, il y a un magnifique coucher de soleil là. Ouais, donc, c'est tellement romantique. Oh là là. Épisode 6, JB Corée. À lever de la nuit, 12e jour, c'est simple. Donc j'ai passé la 3e base de vie en pleine nuit. Donc je dois être aux alentours du 140e à peu près. Ouais. D'accord. 140e. Hein. L'approche du cirque de Gaverny, justement. D'accord, ouais. Tu as posté sur ton compte rendu une photo de ce cirque, c'est juste magnifique. Hein. Alors nous, c'est déjà beau sur la photo, alors j'imagine en vrai. J'imagine. C'est magnifique en vrai. Moi, on me l'avait. J'ai une collègue justement qui est originaire donc du 65. Elle me dit clairement, tu verras, c'est vraiment l'endroit le plus magnifique. Et clairement, même un bénévole m'a dit, il y a une grosse montée, t'inquiète, au-dessus, t'as une vue qui est magnifique sur le cirque de Gavarnie, tu vas voir, c'est super beau. Il me dit, si t'as du temps, prends du temps, admire, prends des photos. Et ben, je l'ai écouté, hein. Et je voulais arriver aussi, je voulais arriver avant que la nuit tombe, parce que voilà. Et là, le jeu de couleurs, justement, top, quoi. Top, vraiment, on n'est pas menti. Ça valait le coup d'aller jusque-là. Moi, c'est très simple, en fait, hein, comme j'expliquais. Quand je pars à un endroit, donc déjà, j'essaie de faire attention, dire à ma femme, ma tenue, elle est comme ça, regarde bien ma tenue, hein. Donc, elle le sait, la veille avant de m'entraîner, elle voit ma tenue, en fait, donc qui est prête, donc, dans la salle de bain. Elle sait, en fait, comment je suis habillé. Elle connaît mon parcours. Et surtout, même si je me sens bien, je ne vais pas me dire, tiens, je vais aller à tel endroit. Non. Le parcours prévu, c'est le parcours, en fait, que je fais. Et j'évite de dévier. Et j'évite de faire du hors-sentier. C'est tentant, des fois, de faire du hors-sentier. Les massifs donc, de Grenoble, en fait, il y a quelques massifs où je sais qu'il est possible de faire du hors-sentier sans prendre de risques. Il m'est déjà arrivé, honnêtement, de le faire. Mais il m'est aussi arrivé de me faire des frayeurs. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, et je pense que tu l'as bien souligné, la montagne, c'est elle qui décide.
c'est elle qui décide. On joue pas avec elle. Entre guillemets, c'est elle qui joue avec nous. Et franchement, on n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie. Il faut pas déconner. Moi, le but, c'est de faire ma passion le plus longtemps possible, tant que et de partager de bons moments avec d'autres coureurs, partager d'autres moments avec ma famille, mes amis. Et ça, en fait, ça me résonne aussi pas mal sur mes sorties. Et je pense que c'est important de communiquer sur son parcours. C'est important justement donc de dire en fait où on est. Et si un jour t'arrives, hein, c'est pas une tare. Ça m'est déjà arrivé donc de le faire. Si on se sent pas, bah, on fait demi-tour. Si pareil, on se dit bon, on n'a pas les cannes, bah, on va le faire quand même. Bah, on n'a pas les cannes, bah, dans ce cas-là, on fait une sortie un peu plus courte. On fera une plus belle le lendemain. Là, les sentiers ils restent là. Les sentiers restent là. Épisode 7, Marion Vlouchek-Moreau. Est-ce que tu peux nous parler de la péripétie que tu as eue, je crois que c'est récemment, il y a 2 jours, hein, sur le Red Light Vendée Trail? Oui, je vais essayer d'en parler sans pleurer. Non, je plaisante, ça va. Non, je plaisante. Le Red Light Vendée Trail, c'était un trail qui faisait donc 95 km, plutôt donc roulant. Excuse-moi, c'était ton deuxième gros objectif? Voilà, c'était mon deuxième gros objectif de l'année. Après l'Ultra 01, j'ai fait le kilomètre vertical de Chamonix pour m'amuser. En juillet, je me suis un petit peu reposée. Puis en août, je me suis dit, bon, allez, on se refixe un objectif. Et je me suis fixé le Red Light Vendée Trail. Donc le 9 août, je savais que 3 mois après, j'allais courir le Red Light Vendée Trail. Donc c'était l'objectif, 95 km, 1400 de dénivelé positif. Donc c'était un beau challenge pour moi parce que je me suis dit, maintenant, il faut s'entraîner à courir. Parce que clairement, le dénivelé n'est pas assez important pour se permettre de beaucoup marcher, entre guillemets, même si on marche toujours sur un ultra. Donc voilà, comment tu vas gérer 10, 11, 12 heures de course à courir. Donc voilà, j'ai essayé de préparer au mieux. Et puis le jour du Red Light Vendée Trail, il faisait très mauvais. On le savait, ça faisait plusieurs jours que la météo l'annonçait. Et j'ai passé le premier ravitaillement, il pleuvait pas encore, donc au début ça allait encore. Et puis au fur et à mesure, ça s'est complètement intensifié. Je suis arrivée au deuxième ravitaillement au 40e kilomètre en 3h55 et là, c'était des trompes d'eau, des rafales de vent. Donc moi je me suis ravitaillée, j'ai changé de veste. Puis sortie du ravitaillement, j'étais plutôt euphorique. Donc c'était vraiment une très très belle partie dans la forêt de Saint-Jean-de-Mont, c'était absolument superbe. Et au bout de 7 kilomètres, je suis arrivée à une intersection au bord de l'océan. Et il y a un commissaire de course qui s'est approché de moi et qui a mis les bras en croix et qui m'a dit « Mademoiselle, je suis désolée, je vais vous arrêter. » J'ai répondu « Mais pourquoi vous pouvez pas me faire ça ?» Il m'a répondu « C'est un arrêté préfectoral qui vient de tomber. La course est annulée. Nous arrêtons tous les coureurs. » On voit bien que les organisateurs de petites courses, notamment, on a plusieurs d'ailleurs exemples dans la région, sont obligés d'arrêter tellement les contraintes et les démarches administratives sont de plus en plus complexes et tellement il y a de choses à penser en fait, c'est ça. Et du coup, nous coureurs, on peut avoir cette vision complètement égoïste de dire mon plateau repas il était pas assez garni, mais enfin si on ouvre quand même 2 secondes un petit peu ses oreilles et ses yeux, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à gérer que tout peut pas être parfait et que voilà, je pense qu'en France on est quand même bien lotis, on a des belles courses et voilà, si on n'aime pas une course, une organisation, on n'est pas obligé d'y revenir, personne nous met le couteau sous la gorge. Je pense que faire des posts assassins sur Facebook et Instagram, c'est jamais une bonne solution. Voilà, libre à chacun de juger de la qualité de l'organisation de chaque course, quoi. On va passer aux fameuses questions rapides. Donc, tu connais le principe, des réponses courtes et pas d'argumentaire à donner. Ouais. Plat favori après... Tu as peur? Tu as peur? Mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Plat favori après la course ou l'ultra? Pizza. Boisson favorite? Coca zéro. Coca zéro. J'adore le goût de l'aspartame. Le détail. Faut le dire à personne. J'adore le goût de l'aspartame. C'est meilleur que le sucre. Mais tu peux pas dire ça. Mais le coca c'est la vie. Ouais, mais zéro. Le coca zéro, c'est le fake. C'est pas normal. Je essayer un coca normal, mais j'ai peur d'être déçu. Épisode 8, mode Matisse. J'ai pris le départ
dans l'état d'esprit un petit peu vacances quand même, parce qu'on était 10 jours dans ce magnifique pays. Et puis, voilà, dès le départ, j'étais en tête de course, mais au bout de 10 kilomètres environ, je me suis perdue. Je voyais plus de fanion et j'étais avec un petit groupe d'hommes. Et puis, on a décidé de continuer un petit bout, de demander à des Népalais s'ils avaient vu d'autres coureurs, qui nous ont approuvé. Enfin, là, ils nous ont dit qu'ils avaient vu d'autres coureurs, donc on a continué encore un petit bout. Et puis bon, quand on a vu qu'on était vraiment plantés, les hommes ont décidé de faire demi-tour et de chercher le vrai chemin. Et moi, n'ayant plus l'envie de me battre, puis c'était déjà 42 kilomètres, alors faire encore l'aller-retour, voilà, j'avais juste pas envie. J'ai continué mon chemin et puis j'ai été jusqu'au prochain ravitaillement que j'ai retrouvé. Et puis là, en fait, quand je suis arrivée au ravitaillement, on m'a dit mais vous avez le même nombre de kilomètres que si vous aviez fait la course. D'accord. Parce que j'avais bien sûr mis le GPS. Et on m'a dit, mais si vous voulez, vous allez jusqu'au sommet, vous allez recevoir un bracelet comme quoi vous avez passé au sommet, puis vous pouvez continuer la course. Alors bon, j'étais un peu sceptique, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai fait ma course, j'ai fait 42 kilomètres, le même nombre de dénivelés. Et puis à l'arrivée, ils hésitaient à me disqualifier, oui, non. Pour finir, ils m'ont disqualifié, ce qui était tout à fait normal. D'accord. Voilà, j'étais quand même contente d'avoir fait presque la course. Si tu ne devais en donner qu'une, quelle est ta force ou l'avantage par rapport aux autres qui te permet de performer? Alors, j'en ai deux, parce que j'ai pas réussi à choisir. T'as droit à un joker. D'accord. Alors, il y a plus l'approche mentale, en fait, c'est le fait de ne pas me prendre la tête, d'avoir cette force de relativiser quand la pression est trop haute. De me dire qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Donc vraiment cette approche, entre guillemets, un peu légère de la compétition. D'accord. Et puis mon avantage physique, c'est que je pense que c'est mon rapport poids-puissance. Épisode 9, Julien Bonifay. Pendant je crois la dernière montée, j'ai parlé pendant 5-10 minutes avec un trailer. Donc je parlais en anglais avec lui, il avait un très très bon anglais. Moi, catastrophique, bien sûr. Pour finalement me rendre compte que c'était un Belge qui parlait français, donc. D'accord, tu parlais avec lui anglais pendant un certain temps, puis tu t'es rendu compte, on parle français tous les deux, c'est. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, il parlait avec une japonaise juste avant, et pensant qu'il était anglais, j'ai commencé à parler avec lui. On parlait la même langue, donc. C'est pas grave, j'ai travaillé mon anglais avec lui, donc. Ah, c'est bien. Ah, c'est cosmopolite, c'est bien. Et puis arrive le cirque de Mafat. Voilà, le cirque de Mafat. Qui est au kilomètre combien Qui pour moi, qui est entre après Sillaos, donc après le Taibit. Enfin, le Taibit en fait partie normalement. Mais pour moi, c'est vraiment le pire. Ça a été après le Taibit. Donc les descentes vers Marla et je sais plus. Là, c'est vraiment. J'ai vu des scènes. Je savais qu'il fallait que je sorte le plus rapidement de là. C'était pas catholique. Non. Tu peux un peu décrire? Écoute, on dirait un champ de bataille, c'est-à-dire tu vois des coureurs de partout dans la forêt, sur tous les sentiers. Sous les couvertures de survie. Voilà. C'est les gens qui essayent de dormir, d'autres qui parlent un peu fort pour les réveiller, pour avoir une place. Et c'est vrai que là, moi j'étais dans l'idée de suite d'aller sur Roche Plate et faire le pas envie Maïdo. de rester là, quoi. Non. Au départ, je voulais dormir, mais je me suis allongé genre 2 secondes. Et j'avais même pas de place. J'ai vu un mec, c'est un peu, je l'ai un peu décrit dans mon compte rendu, mais pas dans la vidéo. Un mec qui se tenait sur la tête contre un arbre et on aurait dit qu'il avait perdu la tête, c'est-à-dire il commençait à uriner, puis je recevais un peu des goûts d'urine sur moi. Enfin, c'était pas très. Pas top. Donc je l'ai un peu engueulé, mais en fin de compte, vu l'état, enfin je pouvais pas, il y était pour rien, voilà, donc je suis reparti comme si de rien n'était. C'est chose qu'on n'oublie pas de toute sa vie, ça marque n'importe quelle personne, n'importe quel trailer, je pense. C'est pour ça que quasiment tout le monde veut le faire, ce trail, ou le refaire même. Et je comprends aussi que les Réunionnais veulent, il y en a beaucoup qui le font chaque année. Et d'ailleurs, un grand respect pour
je crois les deux personnes les plus âgées qui l'ont fait, je crois que c'est plus de 70 ans, c'est 71 et 77 ans je crois, l'homme et la femme. Si je me trompe pas, franchement ils ont un grand mérite d'avoir fait ce grand raid quoi. Épisode 10, Amandine Ferrato. Et parmi mon parcours en fait personnel, en 2012 en fait, je suis partie faire un tour du monde. J'ai tout vendu en fait pour tenter cette expérience avec un ami. Et du coup, ça a été une expérience justement hyper enrichissante, déstabilisante, un apprentissage sur soi, sur la vie, sur le monde, sur les modes de vie, découverte culinaire aussi. Et en fait, pendant 10 mois, j'ai vécu comme les locaux. L'idée, c'était vraiment de vivre comme eux, donc prendre les transports en commun comme eux, manger comme eux. Des fois, on a dormi des fois un petit peu dehors, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Et en fait, en rentrant en France, je me suis sentie vraiment oppressée par la société de consommation et le côté un petit peu plaintif de la plupart. En fait, c'est vrai que une fois qu'on est dans son petit confort, on oublie peut-être un peu certains basiques. Surtout en France. Je suis désolé de dire ça, mais après voilà, on est reconnu pour ça. C'est pas faux. Et du coup, la seule façon, j'étais vraiment oppressée et la seule façon que j'ai trouvée pour retrouver un petit peu de liberté et de recentrage en fait, c'était de mettre des baskets, quelque chose de simple, et de partir dans la colline en fait qui était pas très loin d'où j'habitais. C'était en quelle année? Ça c'était donc du coup je suis partie en 2012 et je suis revenue en fait en janvier 2013. D'accord. Et donc en fait ça a été un petit peu la révélation. J'aimais beaucoup en fait le contact avec la nature, et puis la diversité du terrain. C'était beaucoup moins monotone que la route et je me suis pris un peu au jeu, mais juste pour le plaisir. Pour le coup, en fait, l'organisation avec le GTWS a été vraiment aux petits oignons. Donc ça a permis aussi de rencontrer les autres athlètes élites, de se rendre compte aussi que j'étais vieille, parce que finalement, moyenne d'âge, elle est quand même plutôt proche des 25-30 ans que des 40. Hein. Alors, c'est pas sympa de dire ça parce qu'on a le même âge à peu près. Et donc, je me sens visée quand tu dis que t'es vieille. Je te laisse continuer. J'ai pris un gros coup de vieux, la suite de la finale. Et puis, de voir comment fonctionnaient les autres, comment ils s'organisaient. Alors, c'est vrai que la plupart n'ont pas de travail à côté, donc on n'est pas trop sur le même pied d'égalité. Mais c'est quand même sympa, d'échanger, ça faisait une famille d'élite, c'était très agréable. Après, le pays en lui-même, j'ai beaucoup aimé le sourire des Népalais. Je suis partie un peu plus, on avait 10 jours qui étaient pris en charge par l'organisation. Et moi, je suis partie en fait 4 jours avant pour justement être plus au contact pays. Et j'ai adoré en fait. Ils sont souriants, ils sont vraiment là pour vous aider. C'est un super pays. T'as retrouvé un peu la sensation que t'avais vécue pendant les 4 premiers jours. J'étais vraiment replongée dans des odeurs, dans des situations comme dans le Tour du Monde. Et c'est vrai que c'était des super bons souvenirs en fait. Épisode 11, Morgane Beaujean. Et j'ai commencé en fait 2 semaines avant une course, mon père courait un peu. Et 2 semaines avant une course, je lui ai dit je la fais, je te bats. Et je l'ai fait, je l'ai battu. Et en plus, j'ai été récompensé parce que j'étais le premier de ma catégorie. À l'époque, j'étais junior. Et c'est d'ailleurs le seul cash prize que j'ai eu pour l'instant. Mais c'est de là que tout a commencé en fait. En fait, pour moi, le trail, c'est plus vraiment de la découverte. Et la route, ça va plus être tourné vers la performance. Voilà. Quand on va préparer une course sur route, c'est le chrono. Quand on va préparer un trail, alors bon, je me fixe quand même des objectifs parce que j'ai envie de performer mine de rien. Mais quand on va préparer un trail, on peut moins se fixer un temps parce que les conditions la route, que ça soit chaud ou tout détrempé, on va aller à peu près aussi vite. Le trail, si c'est hyper boueux, si c'est plein de neige, si c'est hyper sec, les temps ils peuvent être tellement différents. Donc on peut beaucoup moins se fixer d'objectifs de temps. Et c'est aussi, je trouve, la liberté que m'a apporté le trail, c'est ça, c'est que je sais que le but c'est de finir, mais si je finis en 12 heures, en 15 heures, en 20 heures,
le but, ça sera quand même l'arrivée. Et on verra. Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas trop peur. J'ai eu peur quand j'ai cliqué sur inscription. Voilà. Et surtout, de toute façon, c'est à la fin, faut payer. Donc sur le payer. Et puis, on verra. Hein. De toute façon, on verra bien le jour de la course. Mais je dirais le plus dur, c'est pas la course, hein, c'est l'entraînement. Tout à fait. Moi, en fait, ouais, ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir d'avoir une grosse blessure ou de tomber malade à l'entraînement sur la fin de prépa. L'année dernière, j'ai eu une méga grippe en février. Pendant une semaine, j'ai été séché, quoi. Et là, je voyais, parce que j'avais déjà entamé mon entraînement pour la Maxi Race, et ouais, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient passées à la trappe à cause de ça. Et j'avais un peu peur. Alors j'ai redoublé d'efforts derrière, mais en février c'était assez loin, donc c'était pas hyper gênant. Mais le pire qui peut arriver, c'est je sais pas, 2 semaines avant, s'exploser la cheville par exemple. C'est clair. Épisode 12. Serge Cordier et le trail de la Sainte-Victoire. C'est une course qui a commencé il y a bien sûr quelques années, hein, puisque là nous allons organiser la 18e édition. Bien sûr, comme toutes ces courses, on a commencé par un seul tracé, hein, qui a évolué au fil des années, puisque je crois qu'on a commencé aux alentours d'une 40aine de kilomètres et maintenant sur le grand parcours nous sommes à 60. Alors bien sûr, comme toutes les organisations, pour des raisons de budget, on a été obligé d'évaluer d'organiser plusieurs tracés, hein, plusieurs longueurs de course pour arriver à monter un budget qui tienne à peu près la route, puisque sur une seule course, c'est assez difficile. Hein. Donc actuellement, on est sur un format 60, 40, 13. Donc 200 bénévoles, vous avez un peu une petite idée de comment sont répartis ces bénévoles en termes de sur le terrain, sur les parcours, Alors c'est vrai que sur les terrains, on essaye c'est pas qu'on ne veut pas, mais on essaye d'en mettre aussi les moins possibles, hein, vraiment aux endroits où les coureurs pourraient se tromper. Il y a quand même des endroits où il y a des contrôles de dossard, donc bien sûr là il faut des bénévoles. Hein. Ensuite, bien sûr, où il y a un maximum de bénévoles, c'est sur les ravitaux, sur des points de sécurité. Après, quand on a un parcours qui mesure 60 km plus les à côté, c'est sûr qu'il faut on a plusieurs ravitaux, on a un massif qui est conséquent, donc avec une face nord et une face sud, donc il faut mettre des bénévoles de l'autre côté, voilà. Et heureusement que dans les bénévoles, on a justement toutes ces personnes qui viennent des villages que les coureurs traversent, où là on a un apport automatiquement de bénévoles. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller de trop chercher, puisque automatiquement ces gens-là se portent bénévoles. C'est souvent des gens du village, Donc là, c'est vrai que c'est assez sympa de retrouver ça. Épisode 13, Caroline Schroeder. Donc tu nous as parlé un petit peu de la décomposition de tes entraînements. C'est quand même assez costaud. Tu as quand même un emploi du temps qui est assez chargé de ce niveau-là. Comment tu arrives à organiser ta vie? C'est une question un peu brute, mais je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que comment j'arrive à organiser ma vie, je suis bien entourée, on va dire, par des personnes aussi qui font du sport dans mon entourage. Donc j'ai beaucoup d'amis et ça me permet de pouvoir concilier que ce soit ma vie professionnelle, la vie avec mon enfant, parce que j'ai un petit garçon de 7 ans. Et ma vie sportive. Après, très clairement, je ne serais pas épanouie aujourd'hui si j'avais pas ma vie sportive. Mon entourage le sait, et du coup c'est important pour moi de faire mon sport. Après, bien sûr, je vais pas te dire que je suis irréprochable dans mon plan d'entraînement, et tout le monde le sait. La PPG, je la fais pas forcément. Il y a une séance qui saute de temps en temps. Après voilà, c'est pas très grave, hein. Le sport, c'est que du plaisir. Pour moi, c'est que du plaisir, et faut que ça reste comme ça, quoi. Est-ce que tu peux parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans le détail? Est-ce que tu as déjà subi un abandon?
Ouais, j'ai suivi un abandon là au mois de novembre dernier. C'était mon premier abandon depuis que j'ai commencé le trail. Il en faut bien un. Et donc Et j'étais dégoûtée, j'ai pleuré. D'accord. C'était un 22 km, c'était le trail des Brosses dans les Vosges, qui est super réputé parce que chez nous, il est réputé parce qu'il est super dur et c'est que des bosses, tout le temps. Donc, des grosses bosses en plus. Et j'ai fait les 9 premiers kilomètres. Le dernier kilomètre, j'en pouvais plus. J'étais perdue dans la forêt. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Enfin, voilà, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool en forêt. Pour le coup, au début, personne s'arrêtait. Et j'ai un gentil monsieur qui s'est arrêté et qui a continué 1 kilomètre avec moi jusqu'à récupérer après la voiture. Et je me suis arrêtée et tout le monde m'a dit arrête-toi, c'est pas grave, c'est qu'un entraînement et voilà, il y en aura d'autres, mais c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire on arrête. Alors moi, quand je pense à bénévolat dans le trail, j'ai la première image qui me vient en tête, c'est le poster au milieu de la nature à 3h du matin. As-tu déjà vécu cette situation ou pas? Non. Jamais. Pas de nuit, non. J'adorerais être sur des ravitaillements de nuit, mais les places sont hyper prisées parce que... Tu m'apprends un truc. Là. Non, mais je dis pas le pauvre mec qui ferme la route, je sais pas moi, la départementale pourrie au milieu de la forêt, qu'il est tout seul. Généralement, les gars, ils sont pas tout seuls, ils sont toujours un peu plusieurs. Et puis le bénévolat, normalement, c'est quand même festif. T'es toujours un nombre, voilà. Normalement, tout le monde se connaît. Ou si tu connais pas quelqu'un, lance-toi dans le bénévolat et tu vas voir, c'est super et on fait la fête pendant 5 jours et voilà, c'est surtout ça qu'il faut. C'est surtout ça qui prime pour toi. C'est cet aspect-là toi, c'est cet aspect-là du bénévolat que tu retiens. Non, je retiens pas que ça. On a bien compris. Non, mais surtout, j'ai un ami aujourd'hui qui m'a dit Caro, j'ai vu que tu passais dans le podcast Let's Try et parle-lui, ne lui parle pas du rosé et du pâté lorrain qu'on mange à 11h du matin. Donc tu l'as écouté, ça va lui faire plaisir. Ouais, il s'appelle Brice. Salut Brice. Ouais, non mais voilà. On te passe le bonjour. Ouais. Épisode 14, Sissi Cusso. Tu as un coach, toi, notamment oui. Par rapport à ça? Oui, j'ai un coach. J'ai un coach qui est mon amoureux. D'accord. Voilà, qui me coach depuis que je fais du trail running, parce que c'est vrai que depuis le début. Donc. Ouais. Alors avant ça, j'avais des coachs qui étaient au club respectif où j'étais. Mais voilà, après depuis que j'habite maintenant ici, je suis plus à Toulouse, c'est compliqué. J'ai toujours gardé ma licence à Balma, mais n'étant plus sur place, c'était compliqué de garder un coach du club. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à bien se connaître. On ajuste aussi en fonction du travail, des différentes contraintes familiales et professionnelles. Donc je pense que c'est bien d'adapter aussi en fonction de ses ressentis. Et voilà, je pense qu'avec le temps, on devient plus sage dans l'approche de sa pratique. Et voilà, on apprend et on voit les choses différemment. On est peut-être un petit peu moins borné à se dire, là, j'ai une séance sur le papier, il faut absolument que j'aille la faire. Oui, mais si je suis trop fatiguée ou si j'arrive pas à la caser, je vais pas la faire à 22h parce que c'est le seul créneau que j'ai trouvé. D'accord. Oui, je pourrais le faire, mais au bout d'un moment, on se rend compte que je l'ai fait. On le fait tous. C'est clair. Parce que voilà, on est un peu borné, mais il y a des fois, on se rend compte que c'était la séance de trop et qu'il valait mieux ne rien faire et c'est pas grave. Et puis on réajuste. Voilà, on réajuste. Mais en fait, c'est ça, parce qu'en fait, on se fait vraiment surprendre. Constamment, on se fait surprendre par son corps, qui va chercher des ressources insoupçonnées. On sait pas comment. Et puis d'un seul coup, bam, on retourne dans le pire. Et on alterne comme ça, sans explication. Et en fait, se faire surprendre, c'est chouette. C'est chouette. Et puis voilà, on a les proches qui nous poussent, qui nous boostent et qui nous poussent.
voilà, on avance ravito après ravito et avec toujours cet objectif de ligne d'arrivée et voilà, après on se rattache aussi à l'environnement parce que cette année à l'UTMB on a eu la chance d'avoir des conditions rêvées et il faisait très beau, il y a un petit peu de tout au départ, non? Me semble. Ouais, enfin ça a pas légèrement quoi. Légèrement, ça a pas duré longtemps. Après on a eu vraiment la chance d'avoir du beau temps et je me souviens dans la montée de la Flégère avant de redescendre sur Chamonix, j'étais toute seule, il faisait nuit. Et en fait, je voyais les étoiles, c'était magnifique. Donc j'ai éteint ma frontale, je me suis arrêtée 1 minute et j'ai regardé les étoiles. Franchement, c'était un moment incroyable qui me restera. C'était super beau, ouais. Je voyais toutes les étoiles et en même temps, j'entendais l'orage parce que l'orage arrivait aussi. Donc il y avait les deux mélangés. Et voilà, c'était un petit moment suspendu. Ouais, c'est ça. Épisode 15, Choa et le travail de la galinette. En fait, ce qui était grisant, c'est que tu commences à faire 4 km, le lendemain tu refais la même boucle, mais vite, tu te rends compte que tu peux, allez, le 5e kilomètre, tu y arrives vite, puis le 6e, et puis là après tu commences à découvrir un petit chemin en terre. Et puis tu vois, putain, là, j'aimerais bien aller là-bas. Et au final, t'allonges. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu montes très vite en distance, donc tu vois vite tes progrès. Et c'est hyper encourageant. Il y a très peu de sports comme ça, en fait, je trouve, où tu vois tes progrès aussi rapidement. Aussi rapidement, ouais. Moi, mon rôle, c'est c'est vraiment pas le plus dur. Je pense que c'est le rôle de la présidente, qui en plus a toutes les responsabilités, je pense. Et je pense a toutes les responsabilités. Bon, après, c'est pas. Et le directeur de course, Steve, qui a un travail énorme aussi, quoi. Qui a un travail, c'est lui qui fait les parcours, c'est lui qui est en relation avec les secours, qui est en relation avec la mairie, qui est en relation avec. Il y a énormément de personnes pour organiser aussi toute cette course sur le parcours. Demander le gymnase, les autorisations au gymnase, parce qu'on accueille tous les coureurs dans le gymnase. Donc voilà, ça c'est une grosse partie. La partie préfecture est un peu stressante parce qu'on a toujours t'as beaucoup de papiers à fournir et t'as toujours l'aval la dernière semaine. Donc l'aval de la préfecture a lieu 1 semaine avant l'événement. Ouais, là cette année c'était un peu plus tendu. C'était la veille. On l'a eu l'avant-veille. Dans quelle mesure tu penses que les autres ont motivé tes projets? Le 65 km, je ne serais pas allé tout seul. Hein. Jamais de la vie. Je venais de faire mon 40, moi, donc c'était en octobre. Donc le Rock de la Lune, c'est en mai. Donc voilà, t'as même pas un an entre. Dans ma tête, je faisais pas 60 km. Hein. Et puis en fait, tout le club, quoi, en tout cas tous ceux avec qui j'étais proche, m'ont dit mais oui, tu vas le faire. Bon, ça rejoint ce que je te disais, hein, un peu assez discret, pas trop confiance en moi. Et jusqu'au dernier moment, je me suis pas inscrit. Je me suis inscrit, je crois, la dernière semaine. La dernière semaine, ils m'ont tellement tanné que je l'ai fait. Voilà. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, en fait. Ouais. J'en suis sûr. Ça veut dire, en fait, le trail a ce site particulier, c'est que je pense que c'est le plus collectif des sports individuels. Je trouve que il peut être très individualiste, mais il peut être aussi très solidaire. Surtout au début, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'émulation qui se fait entre les gens qui t'entourent et alors peut-être ça peut être un peu trop rapide parfois ou inconsidéré ou irréfléchi, mais oui, peut-être, oui. Autour de moi, j'ai pas le cas. À chaque fois, ça a toujours fait. Parce que bon, justement, c'est ce que je te disais, c'est toujours bienveillant quand même. Tu vas pas lancer quelqu'un sur un 80 si tu le sens pas capable. C'est toujours quand même mesuré. On essaie de faire les choses. T'en as des fois qui s'enflamment et tu essaies de les calmer aussi. Tu vois, c'est toujours dans la bienveillance. Ouais, complètement. Ce qui est marrant et ce que j'aime bien aussi dans le trail, il y a très peu de sports comme ça, c'est que tu peux t'aligner sur une course. Et t'as les premiers mondiaux qui sont là, quoi. Et ça, je trouve qu'il y a très peu de sports. À condition qu'il n'y ait pas de sas. Oui, à condition qu'il n'y ait pas de sas, mais quand même, quoi. Il faut le même parcours que toi. Oui, t'es aligné sur la même course, quoi. Je sais pas, en F1, t'avais jamais Michael Schumacher qui s'alignait avec, c'est vrai. Avec celui qui débutait, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui est fou, quand même, hein. Je trouve que
Et puis bon, tout le monde est assez proche dans ce milieu-là. Donc, Épisode 16, les genoux dans le gif. Alors quand on a lancé ça, donc c'était en mai 2013, on a lancé ça, à l'époque on habitait à Madrid, et en rentrant d'une soirée un peu alcoolisée, on s'est dit tiens, pourquoi on lancerait pas une espèce de média sur le trail, mais de façon à le revisiter un petit peu, à apporter un peu un éclairage un peu humoristique, décalé sur un sport qu'on pratiquait déjà depuis plusieurs années. Et puis à l'époque, en 2013, c'était vraiment la mode des Tumblr. Les Tumblr, c'était je dirais pas comme des skyblogs, mais en tout cas des plateformes sur lesquelles tu pouvais poster des photos et surtout à l'époque des gifs. Donc les gifs, c'était les petites vidéos qui tournent de façon répétitive. Voilà, répétitive. Et donc on a commencé un peu comme ça pour tacler ou un peu pour aller chercher des situations cocasses ou décalées sur l'univers du trail. Et puis petit à petit, on s'est dirigé après un petit peu sur la page Facebook. Et maintenant, c'est quasiment uniquement sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram, qui sont les outils, on va dire, actuels, modernes. À l'époque, c'était Tumblr, maintenant c'est un petit peu dépassé. Donc, on utilise les canaux à la mode, on va dire. D'autres fixations en mémoire, là, tu fais ton auto-analyse psychologique. D'autres fixations, mis à part donc les compressions, les vêtements compressifs blancs, les attaques talons, tu as autre chose en magasin? C'est vrai que je voue un culte à Kylian, ça c'est clair et net. Alors, comme nous tous. Je pense. À peu près. Je pense, ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment pour moi le coureur. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même un gars extraordinaire, quoi. Qui est quand même sur le bazar depuis je vais pas dire des dizaines d'années, mais presque. Hein, franchement, quand il a commencé à 16 ans, 17 ans, les premières skyrunning. Maintenant, je crois qu'il a 33 ans cette année, quoi. Donc, en plus, il dure, il est inspirant, il fait rêver. Enfin, bon, bref, c'est un mec un peu pénible, quoi. En plus, il parle plein de langues. Ouais. Donc, c'est énervant à force, quoi. C'est assez énervant, ouais. Mais bon, on l'adore. Mais ouais, il est super attachant. Donc, Kylian, c'est sûr que c'est un peu une obsession. Et puis, évidemment, là, depuis 2-3 ans, il y a Jim, qui est venu, alors lui, pour le coup, qui est rentré dans le milieu du trail et l'ultra trail, absolument pas avec une attaque talon, mais au contraire avec une foulée de 1500 ou même de 800, un truc incroyable. Alors, tu parles je te coupe, mais tu parles de Jim Wamsley, qui est, Jim Wamsley. Qui est le Kylian Jornet américain, on va dire, entre guillemets. C'est pas du tout le même style, mais je te laisse un peu le décrire. Oui, c'est ça. C'est un gars qui faisait de la piste avant, qui faisait de la course sur route et qui progressivement est sorti un peu de sa piste et qui allait courir sur les sentiers et en fait avec des capacités, enfin une vitesse, probablement une VMA très élevée. Et du coup, il a rapidement eu des résultats assez incroyables aux États-Unis. Il a eu aussi quelques échecs, il a eu aussi quelques déconvenues digestives, pour notre plus grand bonheur, bien évidemment. Et puis, c'est un gars qui est assez attachant, qui prend des risques, qui va sur des terrains qui sont pas forcément les siens. Quand même, il s'est lancé sur le Grand Raid de la Réunion, alors que c'est quand même pas trop son profil. Donc, c'est un gars super attachant. Et puis, Jim, c'est la foulée, magnifique. Et puis, c'est nombreuses sorties de route, parce qu'il y en a eu quand même finalement un paquet, que ce soit sur la Western, sur la course de quartier de Chamonix, ou alors au Grand Raid, il y a eu deux, trois déroutes. Mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est la prise de risque et l'audace, et c'est intéressant aussi de voir ça, quoi. Épisode 17, Nicolas Martin. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours de vie? Est-ce que tu peux, en commençant déjà par ton enfance, qui était Nicolas, enfant? Donc je suis né dans le Sud-Isère, dans le Trièves. C'est une petite région qui est un petit peu connue maintenant dans le milieu du trail, avec le trail des passerelles du Monténard. Moi, j'habite juste à côté du parcours du trail des passerelles. Donc je suis retourné habiter là depuis quelques mois et j'ai grandi. Donc c'est une région de moyenne montagne, donc vraiment au grand air, voilà, pour situer. La première boulangerie, c'est à 7 km de la maison, pour donner un petit peu le milieu dans lequel j'ai grandi. Donc j'ai joué au foot entre 7 et 16 ans.
Et puis après, j'ai eu de la chance dans le petit village où j'ai grandi, on était 4 garçons à peu près du même âge, donc on faisait beaucoup d'activités, on faisait du vélo, on faisait du foot, on jouait toute la journée dehors. C'est vrai que c'est une évolution qu'on a pu voir avec les jeunes d'aujourd'hui un petit peu, qui sont un peu plus connectés. Nous, ça existait pas trop. On jouait de temps en temps à la console, mais c'était très rare. Moi, j'en avais pas chez moi. Et puis après l'automne, très tôt, je suis allé avec mon papa qui est chasseur. Ça a été ma première grande passion, la chasse. Maintenant, j'ai moins le temps d'y aller. Et puis, je continue à y aller toujours, mais ça me passionne un peu moins que ce que ça a pu l'être. Mais vraiment, l'automne, quand j'étais gamin, entre 8 et 20 ans, je passais toutes mes journées dehors à courir dans les bois après nos chiens. Donc voilà, c'est sûrement ça aussi qui a fait que j'avais quelques qualités pour le trail avant de commencer sérieusement. Et à la CCC, à l'OCC, j'étais, je pense, quasiment un excellent niveau physiologique, mais j'arrivais pas à trotter en bosse, c'est quand même spécifique. Il y a aussi beaucoup de sensationnel. Je pense que c'est quelque chose que des fois on néglige, mais le fait de pas avoir couru depuis longtemps, tu perds des repères d'allure et tu as vite tendance à te mettre plus dans le rouge, parce que le corps est exceptionnel au niveau de la capacité à sentir l'effort. C'est-à-dire que, tu vois, là, on fait une course quasiment à la même allure que l'an dernier, quoi, sans se le dire. Et c'est parce que, voilà, moi, j'ai un âge où je progresse plus vraiment. Et en fait, voilà, vraiment, sur une durée de 4 heures, j'ai suffisamment d'expérience pour quasiment courir à mon max et toujours à la même allure quasiment, parce que le corps, c'est extrêmement fin. Et on le voit, par exemple, avec les capteurs de puissance en vélo. Moi, quand je roule un peu, tu me casses le capteur, tu me dis t'as combien de watts, à 5-10 watts près, j'arrive à donner, quoi. Le corps est extrêmement précis. Quand on a développé ça demande des années d'entraînement, ça demande de s'écouter, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire des footings, de te dire je fais un footing cool d'1 heure, tu vas avoir des variations de 30 secondes, quoi, sans le faire exprès, quoi. Le corps est il est vraiment capable de mesurer ça, quoi. C'est assez fantastique de développer ça, et moi c'est un des trucs que j'aime vraiment, qui me fascine le plus, c'est de dire à quel point le corps il peut sentir l'effort, quoi. Là par exemple la semaine dernière, c'est assez marrant, on allait à Majorque au même endroit en stage avec Oka, on a fait la même séance et à 5 mètres près, c'était des 3 minutes, on allait au même endroit que l'an dernier, quoi. Et tu te dis sans te dire je vais faire exprès, quoi. Le corps a vraiment une capacité à sentir l'effort en fonction de la durée qui est incroyable. Épisode 18, le LTP demande conseil à Pascal Balducci. Sur l'aspect cardio, à proprement parler, quand on entend travail de force, on n'entend pas forcément le travail du cardio. Comment ne pas trop diminuer son niveau de performance au niveau cardio aussi? Alors, ça va dépendre en fait du type d'exercice qu'on va faire. Il y a tout un tas d'exercices en renforcement musculaire qui sont des exercices dynamiques et qui sollicitent assez fortement le cardio. Alors c'est clair quand on parle par exemple d'exercice de la force isométrique, si je parle de la chaise par exemple que tout le monde connaît, ce type d'exercice, ou du gainage abdominal, c'est clair que dans ces situations-là qui sont statiques, le cardio monte pas ou très peu, ou il va monter un petit peu après l'exercice. Par contre, il y a tout un tas d'exercices dynamiques, ça peut être des fentes alternées, ça peut être des squat jumps, ça peut être les fameux burpees, qui font monter très rapidement le cardio. Et qui donc permettent à la fois d'avoir un travail cardiovasculaire et d'avoir un travail musculaire. Donc les deux sont très intéressants. Pour préciser, le burpees, c'est se mettre à plat ventre, se retrouver en position. Ouais, on va dire c'est presque réaliser un push-up, c'est-à-dire une pompe, et on se relève en poussant et on fait un squat jump, ou ce qu'on appelle un air squat aussi, c'est-à-dire un squat avec une extension, les bras levés, on redescend, etc. Alors on peut le faire en continu, c'est-à-dire en jouant sur l'élasticité chaque fois du rebond. On peut le faire en arrêt, c'est-à-dire on fait un squat jump, on saute et hop, on a une réception bloquée, ce qui permet d'avoir aussi un travail en excentrique qui est assez intéressant en termes de contraction musculaire, parce que dans cette période-là où beaucoup ne peuvent pas faire de descente, justement, il est important de garder quelques rappels excentriques de temps en temps qui permettront, quand on va pouvoir retourner sur le terrain, justement, de limiter les courbatures dues aux contractions excentriques. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que cet épisode, les moments choisis du LTP saison 1 partie 1 vous a plu, et nous reviendrons bientôt avec une partie 2. Comme habituellement, je ne cesse de vous répéter, si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try,
Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous inscrire à la newsletter mensuelle. Mais le moyen le plus efficace de faire connaître le projet et d'agrandir la communauté, c'est d'en parler à des personnes autour de vous. Donc faites passer le message. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, mais d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!